Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, monsieur le directeur général, cher Joseph Aspacher, monsieur le député, chère madame Adeno, cher monsieur Maurer, monsieur le directeur, cher monsieur Vinet, lieber Herr Claesen. Donc, tout d'abord, soyez le bienvenu ce soir ici à l'hôtel Beauharnais. Et j'espère que cette soirée soit placée sous une très bonne étoile grâce à vous toutes et tous. Chers astronautes, vous accueillir ici à l'hôtel Beauharnais me tenait véritablement à cœur. Et c'est à mes yeux un bel hommage à la coopération franco-allemande. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et bien entendu, je vous remercie également, monsieur le directeur général, lieber Aspacher, ainsi que toute l'équipe de l'ESA, d'avoir rendu possible cette soirée en lui apportant votre énergique soutien. L'espace et ses distances infinies sont source de fascination, un formidable terrain de recherche pour les découvertes et les progrès technologiques. Nous n'en sommes qu'au début de l'exploration de l'univers, mais les images spectaculaires qui nous parviennent actuellement grâce notamment au télescope James Webb promettent d'énormes avancées dans sa compréhension. S'il peut nous sembler bien éloigné de notre quotidien, l'espace nous apporte pourtant des applications concrètes chaque jour que nous utilisons. Je pense par exemple aux services de télécommunication, de navigation. De même, ils jouent un rôle déterminant dans l'observation de la Terre et du climat. Grâce aux nouveaux satellites météorologiques Météosat mis en orbite en décembre dernier par Ariane 5, nous pourrons par exemple mieux anticiper les phénomènes météorologiques, protéger plus efficacement les populations et décrypter plus précisément les conséquences du changement climatique. Ainsi, l'espace concerne toutes et tous car il nous touche directement. Et je me félicite par conséquent du vif intérêt manifesté par la jeunesse pour cette thématique. Et nous avons accueilli cet après-midi déjà un atelier avec des élèves des académies de Paris et de Créteil. Ils ont pu échanger avec vous et vous présenter leurs astronautes, leur propre projet de station lunaire. Et ce soir, nous recevons également des élèves, n'est-ce pas, des Palaiseaux ainsi que des étudiants de l'Université Paris-Saclay. Je vous remercie d'être venus et j'espère que cette soirée sera riche d'enseignements pour toutes et tous. Enfin, l'espace est un lieu de coopération par excellence. Vous en êtes la preuve, chère Sophie Adeno et lieber Matthias Maurer. L'ESA le démontre également, avec ses 22 États membres qui travaillent ensemble et avec succès sur de nouvelles technologies et de nouveaux projets, afin d'explorer l'espace et de propulser le secteur spatial européen. Du même que, bien entendu, nos agences spatiales nationales, que je tiens ici à saluer tout particulièrement, intense et menée dans un climat de confiance, la coopération entre le Centre national d'études spatiales, le CNES, et le Centre aérospatial allemand, le DLR, permet une étroite concertation et la mise en œuvre d'une politique spatiale fructueuse dont nous pouvons être fiers à juste titre. Et l'unité entre la France et l'Allemagne dans ce domaine est tout à fait primordiale. L'espace est en effet un pilier essentiel de la souveraineté européenne et aussi de la coopération franco-allemande. Mesdames et messieurs, nous avons célébré dimanche dernier le 60e anniversaire du traité de l'Élysée à travers une émouvante cérémonie à la Sorbonne, suivie d'un conseil de ministres franco-allemands. C'est très important car nos deux gouvernements, entre autres, ont réaffirmé à cette occasion l'importance cruciale de notre coopération spatiale dans les divers domaines.
Et cette journée a constitué un signal fort d'unité franco-allemande. Mesdames et messieurs, l'amitié franco-allemande n'est pas seulement un extraordinaire projet de réconciliation. Elle est avant tout, aujourd'hui, la condition indispensable d'une Europe forte et souveraine. Et ce qui se passe en Ukraine nous montre combien notre coopération est tout sauf banale et combien elle est importante. En signant le traité de l'Élysée, le 22 janvier 1963, il y a 60 ans, le président français Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer ont posé les jalons de la réconciliation entre deux pays qui, peu de temps auparavant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient encore des ennemis irréductibles. Et ils ont, avec ce traité, posé les jalons pour une coopération basée sur des valeurs partagées, mais aussi sur une confiance mutuelle qui est très importante car les Français et les Allemands sont très différents. Et pour surmonter des différences et faire quelque chose ensemble, n'est-ce pas, il faut avoir cette confiance mutuelle. Et c'est aussi très important, cette confiance est un prérequis décisif pour coopérer étroitement au service de notre engagement européen, comment et au-delà, jusque dans l'espace. Et la passation de relais entre Thomas Pesquet et son collègue Matthias Maurer à la Station spatiale internationale lors de la mission Cosmic Kiss illustre admirablement le partenariat et l'amitié qui nous unissent. Chère Sophie Anneau, cher Matthias Maurer, vous touchez et vous enthousiasmez notre jeunesse, mais pas qu'elle, si on juge par la composition de notre assemblée ce soir. Vous incarnez une coopération internationale qui, si je puis dire, cherche à aller toujours plus haut pour décrocher les étoiles. Vous êtes d'authentiques Européens. Autrement dit, vous êtes un modèle pour nous et pour nos deux pays. Puisse la jeunesse de France et d'Allemagne suivre votre exemple et s'identifier à vous. Puisse-t-elle se dépasser et écrire les chapitres des relations franco-allemandes des 60 prochaines années. Vive l'amitié franco-allemande et je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je passe la parole à Josef Aschbacher, le directeur de l'ESA. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, Your Excellency, distinguished guests, dear astronauts among us. It really is a huge pleasure to speak here at this occasion of the 60th anniversary of the Élysée Treaty. We have witnessed the celebration on Sunday, and I think this was showing us how important this engine, the motor of France and Germany is to bring Europe forward in many dimensions of policy, of politics, but also in space. And that is the focus of today's evening here, to talk about the cooperation and the force of France and Germany in space. And I'm really happy to say a couple of words on this strong engagement. Of course, there's no better venue to commemorate this occasion than here, the German embassy in Paris. It is also maybe worth mentioning that the ambassador and myself had the pleasure of being here in the embassy, and we discussed about the good cooperation between France and Germany, and the idea came up that maybe the presence of our astronauts who are of German and French nationality might be also a symbol how this friendship and the Élysée Treaty can be shown and can be put at the disposal of how we can work on making this occasion even more illustrious and even more memorable. The Élysée Treaty laid the foundations, as we all know, of the French-German friendship, flanked by cooperation in multiple domains, and space has been one of these domains of this cooperation, both bilaterally, but also in a multilateral context, and in particular through the European Space Agency, but also
through other multilateral activities, EUMETSAT in particular, and of course in the European Union. The joint French-German declaration at the occasion of the 6th anniversary explicitly mentions ESA as a vehicle of concerted actions in space. In fact, Germany and France are providing almost half of ESA's budget together. Core programs like exploration, the International Space Station, launches, Copernicus or Galileo, and many others would not be possible without Germany and France. The two countries constitute the backbone of ESA, and I'm very happy to iterate that, and I see it every single day when we define programs and activities, and these two countries really are driving the machine of Europe, but also the machine of ESA, and I really have to say thank you to both countries, France and Germany, for being such engaged, strong partners in the European Space Agency. And your common leadership is needed to propel Europe to the next level also in space, as it is also laid down in Agenda 2025, which I'm sure you know, which is ESA's strategic vision for the years to come, not only the years, but the decade to come. The leading role of Germany and France is underpinned by the fact that their thematic priorities, probably climate on the side of Germany and exploration and launches on the side of France, are very well aligned. One cannot do without the other. And this is an excellent basis for future space flagship programs and projects. We just had in ESA a very successful ministerial meeting here in Paris in November last year, which was securing a record budget subscription of 16.9 billion euros, 17% more than in the previous ministerial conference, which is quite fantastic given the circumstances in which we are today. The inflation for optional programs, which is 80% of the budget, comes on top of this 17%. France has chaired the meeting because France held the presidency of ESA before, and Germany will chair the next ministerial meeting in 2025. As you know, during the ministerial meeting itself, the chairmanship of ESA is moving from one country to the other. So France started and ESA and Germany then continued on the chairmanship. But this handover of chairmanship between France and Germany is also a symbol for the coherence and the French-German approach in space. Exploration has played a key role at the ministerial meeting, just as did the gathering of space ministers in Toulouse earlier last year, with the member states of the European Union and ESA coming together at the first ever space summit, which was a very important event. Apart from the ministers of the ESA and EU member states, President Macron himself was inviting and was present and gave a very inspiring speech of where and how space should develop in the future decade in Europe. This year, we also expect the final report of the High-Level Advisory Group on space exploration, which I was asked to convene by the Space Summit, and also based on a letter from President Macron. And this High-Level Advisory Group is working right now, is finalizing the report, which will come out in about a month's time. And I'm very much looking forward on the results of this report. I had the pleasure to convene the group, and they are doing their work now in formulating recommendations and conclusions, but I don't want to preempt, of course, what the report will say and what this high-level group is saying. But this is quite remarkable how they got engaged in discussing the future of space in Europe. And let me say that this group of the High-Level Advisory Group is 12 people, but they are not coming from the space domain. They were deliberately selected to not be space experts like us, because we are, you may say, biased, but these experts which are
previous politicians. One is an explorer who was on foot going to the North Pole, to the South Pole, and to Mount Everest. Others are economists, very well-known ones, and other people, historians, artists, and different people who really come and represent different levels of society. And they have been debating of what Europe should do in space in the medium to long term. And let me just say one sentence on the substance of the debate without, of course, preempting the conclusion of what they eventually will say. The big question in the room is, what should Europe do in space in the next decade in terms of human and robotic exploration? Today, as we all know, we have 2 astronauts. One has flown and the other one will fly in the near future. They are flying today with capsules and rockets that are not made in Europe. In the past, our astronauts were flying on Soyuz with the Russians. Now they're flying with NASA on the spaceship, which NASA is renting, is buying, SpaceX in particular, with the Dragon capsule, going to the space station. Going to the space station is extremely important to do research, to explore the frontiers of technology and develop new methods and new knowledge about many domains, from biomedicine to material sciences and many other domains. And this research is very important for us down here on the planet. But these astronauts are today flying with rockets and spaceships that are not European. My question to politicians is, why does Europe not have a spacecraft? Why does Europe not have a rocket and a spaceship where astronauts could fly themselves? Because, of course, in America, the United States have that since the 60s. Russia is capable of transporting astronauts. China has demonstrated in a very short period of time how capable they are. And very soon, India will be able to fly astronauts to space, but Europe not. And I feel, as Director General of the European Space Agency, obliged to ask the question to politicians, why is this the case? What is wrong with Europe? Why do we not have the capability? And I think this is a very important debate. Technically, we can do that. We know it, because we have the building blocks in place, but we need a political will, a decision on how we move forward. And this is what I would like to prepare with France, Germany, and of course the other member states for the Space Summit, which is the second Space Summit, which will meet later this year in Spain under the EU presidency of Spain, but also the ESA presidency or ESA chairmanship of Germany, in order to prepare this topic. But also other topics will be on the Space Summit, for example, climate change. And climate change, of course, we know how important this is for everyone. It's not only monitoring the climate, but really preparing us much better also how to decarbonize the economy, because by mid of this century we want to have a carbon neutral economy, and space can help in this decarbonization process. We have launched an initiative called Accelerators on Space for a Green Future, which is doing exactly that. And I know that this is a priority for Germany, for example, but also for France. And I think this combination of exploration, climate change, and various other domains where France, Germany have top capability, not always exactly the same, but overlapping and complementary capabilities, I think this makes Europe extremely strong. And I look here really to further intensive cooperation and reinforcement of both countries. Of course, as DG of ESA, I always have to say of all 22 member states, because there are 22 member states in the European Space Agency, to make this happen. To conclude, I'm really delighted to have 2 of my astronauts here today, Matthias and Sophie, one from France, one from Germany. And it is very nice to see this synergy and this harmony of these 2 astronauts. Actually, in space, they have been shaking hands and have been teaming up between Thomas Pesquet and Matthias. When Thomas went down, Matthias went up, and together also with Samantha Cristoforetti was guaranteeing 18 months of almost continuous presence in space in the International Space Station. As you know, Sophie has been chosen as a career astronaut just a couple of weeks ago. She will begin her training at the European Astronaut Center on the 3rd of April.
And Matthias, as of course you know, has already been in space. He went to the ISS with the Cosmic Kiss mission, as we have also heard from Mr. Ambassador, on the 11th of November 2021, and returned to Earth on the 6th of May 2022. And during this time in orbit, Matthias has supported over 35 experiments of Europe and even more international experiments to perform during his stay of 6 months in the space station. But he also has done a spacewalk, an EVA as we call it in space terms, which is of course a highlight and something very special. So to conclude, Mr. Ambassador and ladies and gentlemen, I'm very happy to be here. Thank you very much for organizing this event on space and inviting our astronauts. And I thank you very much for your attention. And I would like now to invite the two astronauts on the stage. Thank you. Bonsoir, je m'appelle Sabine Sifus-Arnaud, je suis franco-allemande et journaliste. Ah, bon. Le film, ça devait être après? Non? Oui? Bah écoutez, il y a un film à voir alors d'abord. Next up is European Space Agency astronaut Matthias Maurer. First through the hatch is Denise Napier. Copy, full forward over center. Roger, Matthias, we concur with that. Bonsoir. Ah, on a mis- Écoutez, c'est une bonne entrée en matière. Donc, je suis Sabine Sifus-Arnaud, franco-allemande et journaliste au magazine Challenge. Donc, je suis ravie d'animer cet échange et je remercie l'ambassade. Et encore plus ravie d'avoir deux Européens parmi les plus brillants de leur génération, donc Sophie Adenau et Matthias Maurer. Et donc là, vous avez vu en quelques minutes
les 6 mois d'exploit de Matthias Maurer en orbite, ce que vous, Sophie, vous n'avez pas encore fait. Alors, je me propose de vous présenter un petit peu, de présenter votre parcours qui a déjà été évoqué. Donc, je commence par Sophie. Donc, vous allez être la 2e astronaute française de l'histoire de France après Claudie Agneray. Votre nomination est donc toute récente puisqu'elle date de novembre et vous avez été choisie parmi près de 23 000 candidats, dont 3 000 Allemands et 7 000 Français. Comme Mathias, vous êtes ingénieur. Vous avez été formé à l'école d'aéronautique de Toulouse et vous êtes allé au MIT à Boston. Vous avez commencé à travailler à Marignane chez Airbus Hélicoptère. Et ça vous a tellement plu, racontez-vous souvent, que vous avez voulu faire du cockpit votre bureau. Ça, c'est votre expression. Et donc, vous êtes devenue pilote, et une sacrée pilote, puisque vous êtes la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Vous êtes officier de carrière dans l'armée de l'air, au grade de lieutenant-colonel. Vous avez été en poste à Cazaux, à Villacoublay, en mission en Afghanistan. Vous avez à votre actif 3000 heures de vol sur plus de 22 types d'appareils, d'hélicoptères différents. Et comme Mathias, vous parlez plusieurs langues, dont le russe, l'espagnol et l'allemand. Donc vous avez été choisi dans la nouvelle promotion, ce qui veut dire donc que vous retournez à l'école dès le mois d'avril avec vos camarades pour un entraînement d'au moins 3 ans. C'est ça ? Voilà, dernières petites précisions sur votre CV. Vous êtes professeur de yoga. Et vous jouez de la guitare classique. Alors peut-être amènerez-vous votre guitare dans l'espace, comme Thomas Pesquet avait amené son saxophone, on ne sait pas. À ma gauche, Mathias. Donc vous êtes astronaute depuis plus longtemps que Sophie et vous avez donc déjà volé. Donc ce fameux mission Cosmic Kiss. Donc vous avez tutoyé les étoiles et vous êtes le seul dans cette salle. Donc on est tous très impressionnés. 200 km d'altitude, c'est ça ? 400 km. Il y a un problème sur le dossier de presse que j'ai lu. Quand on vous interroge en allemand sur votre séjour, spontanément, vous répondez « extrem toll », formidablement génial. Donc vous nous raconterez un petit peu tout à l'heure plus en détail. Une de vos caractéristiques est aussi d'être totalement bilingue. Vous parlez un français incroyable. Mes camarades allemands vous appellent le Sprachgenie, donc le génie des langues. Donc c'est aussi peut-être parce que vous avez fait vos études, vous êtes sarrois, vous avez fait vos études en Sarre, à Nancy, mais aussi à Leeds et à Barcelone. Et d'ailleurs, mes camarades allemands vous appellent le Saar-stronaut. Voilà, astronaute de Sarre. Vous avez été, vous, choisi en 2008 pour participer donc, au programme. Vous avez plusieurs missions à votre actif, dont une mission préparatoire sur Mars, une mission sous-marine et ce fameux voyage en novembre 2021, qui, semble-t-il, est à la fois a été merveilleux et singulier. Merveilleux, vous nous raconterez pourquoi. Et puis singulier aussi parce que vous avez suivi la guerre en Ukraine en direct de là-haut, ce qui a dû être une sacrée expérience. Donc vous êtes rentré en mai. Et donc vous n'avez jamais été en mission avec la 3e rockstar de l'espace, Thomas Pesquet, mais vous l'avez donc relayé. Mais tous les deux, puisqu'on est dans une soirée franco-allemande, vous avez reçu en 2021 le prix franco-allemand des médias. Voilà. Donc un peu, je voulais vous présenter comme ça et puis vous poser à l'un à l'autre quelques questions et ensuite nous passerons la parole pour des questions dans la salle qui, j'imagine, seront très nombreuses. Donc je ne vais pas vous en poser beaucoup, mais quand même. Sophie, vous racontez que toute petite, vous avez commencé votre rêve d'espace sur les genoux de votre grand-père. Racontez-nous un peu. Comment vous est venue l'envie ? Effectivement, depuis toute petite, je rêve du spatial et je me suis beaucoup inspirée et nourrie de mes lectures, principalement des récits des astronautes français. À l'époque, je parlais que le français, et des histoires qui racontaient au sujet de leur séjour sur Mir. Donc oui, ça a commencé comme ça. Et puis c'est vrai que mon grand-père a eu un formidable rôle là-dedans. Et je parle à tous les futurs grands-pères dans la salle ou ceux qui le sont déjà. Je pense que c'est avec ce saut de génération, lui, il nourrissait mon inspiration en me proposant des idées de lecture, mais pas que sur les astronautes. Il me dit, tiens, regarde tel artiste, qu'est-ce que t'en penses ? Regarde tel musicien, tel auteur, tel scientifique. Et parmi toutes les propositions qu'il me faisait, à chaque fois, ce qui m'attirait le plus, c'était sur la science et sur, en particulier, l'espace. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti.
Et quand Claudie Aigneret s'est envolée, vous aviez 14 ans. 14 ans, et effectivement, j'étais très attirée par la science, le spatial aussi, mais ça a été un réel déclic pour moi d'avoir cet exemple de Claudie Aigneret qui partait dans l'espace. Ouais. J'avais besoin d'exemples. C'est vrai de savoir qu'une femme arrivait à le faire, je me suis dit, ben tiens, elle a réussi, alors je vais peut-être me lancer dans l'aventure. Mathias, au risque de me répéter, vous êtes le seul à avoir tutoyé les étoiles. Donc racontez-nous votre première impression, la première fois que vous êtes sous cette coupole, et puis peut-être quelques moments forts de votre séjour de ces fameux 6 mois. Bon, d'arriver dans l'espace, c'est vraiment le grand rêve. Ce n'était pas mon rêve de petit. De petit, je voulais devenir pilote, c'est comme Sophie elle a fait. Pour moi, c'était le rêve de devenir astronaute, c'était le rêve d'adulte, parce que j'ai appris que les astronautes, on est des scientifiques dans l'espace, on fait des expériences pour améliorer la technologie, pour améliorer la vie sur Terre. Donc, j'ai oublié de dire que vous êtes ingénieur des matériaux. Oui, exactement. Et c'est ça exactement ce qu'on fait aussi dans l'espace. On a beaucoup des expériences sur les matériaux, parce que dans l'espace, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ici en Terre, à cause de la manque de gravité. Donc, la fameuse nom Cosmic Kiss, c'est une déclaration d'amour pour l'espace, parce que le raisonnement principal, je veux dire, pour aller dans l'espace, c'est pas faire des expériences, non, c'est le désir humain de savoir qu'est-ce qu'il y a dehors. Les grandes questions que tous les gens qui regardent les étoiles ont toujours demandé, comment est-ce que le cosmos a commencé? Et est-ce qu'il y a une autre Terre dehors? Et est-ce qu'il y a de la vie dehors dans l'univers? Ça sont les questions principales. Et bon, pour cela, c'était une déclaration d'amour. Mais avant de rationaliser, d'intellectualiser, la première fois que vous nous voyez tout petit en bas, vous ressentez quoi? Oui, quand on arrive dans l'espace, c'est tellement extraordinaire que j'ai seulement de rappeler ce moment-là, j'ai toujours un chair de poule. Et le premier moment, vous savez, dans la tête, on reçoit tellement beaucoup d'informations, d'entraînement, on sait comment ça va être avec le cerveau. Mais dès qu'on arrive et on voit la Terre, les bleus immenses, derrière, devant le noir incroyable, c'est tellement émotionnel, vraiment, on a des larmes dans les yeux, c'est tellement émotionnel, tellement beau. J'imagine. Si on vous demande à chacun de vous, imaginez que vous partiez en mission ensemble, que ce soit une vraie mission franco-allemande, quelle serait votre destination de rêve? C'est la Lune ou c'est Mars? Je commence par Sophie. Je pense clairement, je garde les pieds sur terre en disant ça. Je pense que c'est la Lune d'abord, parce qu'on a besoin, on n'est pas prêt pour aller sur Mars déjà. Donc pour l'instant, il y a encore trop d'étapes technologiques à franchir avant d'aller sur Mars. Donc moi, je resterai raisonnable en disant d'abord l'orbite basse pour apprendre pour ma part. Et ensuite, la Lune, on va faire les choses étape par étape. Oui, vous avez 3 ans à aller à l'école et à avoir des bonnes notes et à progresser, c'est ça? Exactement. Après tout ce que vous avez déjà fait. Il y a déjà long. Mais en tout cas, Mathias a prédit que vous seriez la première Française à marcher sur la Lune tout à l'heure. Oh, ça, c'est ce qu'il a dit en s'amusant. J'y crois fortement. Hein, tu iras, j'en suis sûr. Bon, vous irez tous les deux sur la Lune. Vous rêvez de Mars ou... Bon, moi, comme astronaute, je dis toujours que j'ai 3 rêves. Le premier rêve, c'est d'aller dans l'espace sur un lanceur. Ça, cet rêve-là, j'ai déjà accompli. Deuxième rêve, c'est de faire une balade spatiale, d'une sortie extravéhiculaire. J'ai déjà aussi fait. Et le troisième rêve, c'est d'aller vers la Lune et puis, marcher sur la Lune. Je crois que je suis trop vieux pour arriver à Mars. C'est quelque chose pour la prochaine génération. Le temps passe vite. Je vais me permettre de vous poser à chacun une question, puis après on passera la parole à la salle quand même. Je ne suis pas trop égoïste. Vous, Sophie, vous avez un parcours assez impressionnant, femme orchestre. Enfin, vous êtes pilote d'essai, vous êtes allée en Afghanistan. Et pourtant, vous n'aimez pas qu'on vous demande si vous êtes féministe. Vous dites que vous n'êtes pas une rockstar, vous dites que vous êtes ambassadrice. Donc, comment vous vous définissez en tant que femme dans cet univers ?
Tout simplement en tant que scientifique qui aime apprendre et transmettre. Voilà. C'est vrai que j'aime pas trop la notion de rockstar, j'aime pas trop la notion de féministe. Pour moi, il faut voir plus que juste amener des femmes dans ces postes-là. C'est l'inclusion dans son ensemble. C'est ok, il faut un équilibre entre les genres, mais pas que. Les origines socio-professionnelles, les origines de culture, la diversité dans une équipe, c'est ça qui fait la richesse de l'équipe et c'est ça qui fait la créativité. Et puis le fait de trouver des solutions techniques, technologiques, humaines qui permettront des grandes aventures. Une seule nation n'est pas suffisante pour faire des projets de cette ampleur. Enfin, l'exploration spatiale, c'est plusieurs nations qui se mettent ensemble. L'Agence spatiale européenne, 22 pays membres. Voilà, et donc, voilà, moi, ce que j'aime, c'est l'inclusion. Et dans votre promotion, d'ailleurs, il y a le premier parastronaute. Oui, John McFall, qui est quelqu'un de très, très impressionnant. Je l'ai rencontré pour la première fois 3 jours avant l'annonce. Là. Et oui, c'est aussi très intéressant de voir comment on peut inclure des gens qui... peut-être on n'y aurait pas pensé à les inclure dans le voyage spatial, mais au final, voilà, les études vont être faites pour voir comment on peut les inclure aussi, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter. Et comme toutes les personnes qui sont passées par des phases très difficiles dans leur vie, et notamment un accident, quand on perd une jambe, bien sûr, c'est une phase très difficile. Je pense qu'on est amené à être très créatif sur les solutions, très résilient, et ces personnes-là ont beaucoup à nous apporter. Les personnes en situation de handicap ont beaucoup à nous apporter sur voilà, comment on peut cheminer avec de la résilience vers un nouveau mode de pensée. Mathias, je voulais vous poser la question de ce que vous avez vu quand l'Ukraine a été attaquée. Comment vous avez réalisé et quelles ont été les conséquences concrètes en haut, s'il vous plaît? Oui, donc quand on est dans l'espace, on ne voit pas la vie sur la Terre, parce que 400 km, c'est quand même assez loin. Mais on voit pendant la nuit, on voit les villes, on voit des lumières. Et quand on vole sur l'Europe, c'est super beau, c'est magnifique, des lumières. On reconnaît Paris, c'est tellement bien illuminé. Londres, aussi les Pays-Bas, quelques villes, l'Italie, l'Allemagne est plus distribuée, les villes là, et plus petites qu'ici en France, Paris ou Londres. Et donc l'Europe, c'est vraiment extrêmement beau de voir pendant la nuit. Et quand on continue le vol, on arrive en Asie, et là, en Corée, on voit quelque chose qui est vraiment différent. On voit Séoul, la capitale du Corée du Sud, est tellement illuminée comme Paris, mais directement le voisin au nord n'est pas visible. Donc Corée du Nord, ça n'existe pas pendant la nuit. C'était tellement choquant de voir, de réaliser, là il y a un pays où la vie change complètement. Quand la guerre en Ukraine a commencé, d'un jour à l'autre, l'Ukraine a disparu. Un jour, c'était comme la Corée du Sud, bien illuminé. Le lendemain, la guerre a commencé, c'était comme la Corée du Nord. C'était plus visible, tout noir. Et on a vu ça de haut et c'était tellement frappant, choquant de ne pas voir la guerre soi-même, mais de voir quelque chose de fondamental a changé ce pays-là. Plus tard dans la guerre, on a aussi vu quand Mariupol, la grande ville dans l'Est, a été bombardée, on a vu des colonnes de fumée énormément jusqu'à l'espace. Et là, on savait aussi, là, il y a de la guerre, il y a des gens qui meurent. C'était super, super triste. Parce que nous, dans l'espace, on croyait que nous, on est un exemple de démontrer avec coopération, on peut faire des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul, comme Sophie a expliqué avant. Et de voir, après 20 ans de collaboration dans l'espace, un des pays qui participe dans le programme ISS a commencé une guerre, c'était vraiment quelque chose de fort. Oui. Ça aussi, ça donne la chair de poule. Juste une question. À une époque, les astronautes européens, on les appelait les spationautes, c'est fini? À une époque, on disait que les cosmonautes étaient russes, les astronautes étaient américains, qu'il y avait les spationautes européens. Alors, pour les spationautes, le ministère de la Culture a tranché. Pour les astronautes, comme nous sommes
dans le corps des astronautes européens, pour éviter qu'il y ait des termes spécifiques à chaque pays, puisque Spationaut, à l'origine, c'est plutôt pour les Français. Du coup, voilà, tous les Européens s'appellent astronautes. D'accord. Ezanautes, voilà. Lançons la nouvelle mode. Mais voilà, donc là, ça a été tranché par le ministère de la Culture. Je ne savais pas que l'Académie était intervenue. Exactement. Très bien, merci pour cette... Ouais. Déjà dans des autres pays, avec Thomas Pesquet, j'étais aussi il y a quelques années en Chine pour faire un entraînement là. Et là, les astronautes s'appellent taïkonautes. Taïkonautes, c'est vrai, oui. Bientôt, on va voir des Indiens qui volent et eux, ils s'appellent Gaganyanautes. C'est compliqué, je sais pas. Mais pour ça, c'est trop difficile et Sophie a complètement raison. C'est plus simple d'appeler tous astronautes. Mais j'ai entendu Ezanautes aussi. Donc bon, on va passer la parole à la salle. Et peut-être avant, comme nous avons deux représentants des agences nationales, donc Monsieur Christophe Venet du CNES et Monsieur René Knezen du DLR, je voulais savoir où vous étiez, si vous souhaitiez prendre la parole. Alors, on est aveuglé par les lumières. Donc, donc je vous passe le micro. Vous faites chacun 5 minutes pour laisser... 5 minutes à 2. Non, 5 minutes chacun. Pardon d'être la maîtresse des horloges, c'est un Non, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. I will actually speak in English because René, my dear counterpart, donc vous êtes Christophe Venet. Exactly, I'm Christophe Venet from CNES. Sorry, I should have started with this data, so I'll speak in English. Well, I think first of all, thank you very much to the embassy, to Your Excellency, to ESA and Josef Aschbach also for holding this meeting. I think listening to the discussions, there are 2-3 things that are striking me. The first one is that obviously, as it has been said, France and Germany are the real pillars of European space. Of course, we're not alone. There are many stakeholders, many member states. But as a matter of fact, nothing is possible without the two countries working together. And this is true for the current programs, for programs we're conducting right now. But it's also true for giving a political impetus, a long-term vision to Europe in space. Also, with all the political implications, climate, for example, has been evoked as an issue. And I think that in these areas, we as space agencies have a specific responsibility because we are actually the ones making this cooperation happening concretely, tangibly. In ESA, and we've seen at the ministerial conference that when France and Germany are working together, the success for Europe is there. But it's also true at the bilateral level. And we also have very strong cooperations in the field of climate. For example, the Merlin mission that is upgoing is also a very strong motor to give an impetus to political priorities in Europe. So this is the first thing that is striking me. This cooperation is very tangible when we work together at the level of the agencies. The second thing, I think, and this has also been highlighted in the discussion, is that human interactions are very, very important. Of course, we can talk about strategies, we can talk about politics, we can talk about interests, because it's true that we are a couple, so things most of the time are going really well, sometimes a bit less. But then what is important is that we talk to each other, and we can only talk to each other when we trust each other, when we know each other personally. And this is true for the astronauts. You're a wonderful example, but it's also true on a daily basis when we work together, especially we at the agency. So, I mean, we're a good example, actually, because we talk like almost every day. And the fact that we have this very, very strong relationship on a personal level helps a lot, I think. And this is why such events are really welcomed also to strengthen the European spirit. And the last point, and this has been mentioned as well, is that space exploration at large, human exploration in particular, is a very good example of an area where French-German partnership can, well, bring the necessary dynamics to look ahead, because it's an area where, of course, we need capabilities, we need industry, we need the science community to be together, and this is something we can provide. But it's also an area we can make people dream. And I think this is also one of the raison d'être of the French-German partnership. It's not only to build rockets, to build satellites, to find agreements on programs, it's important, but it's also to show a path ahead in the future. And I think that exploration, and human exploration in particular, is the best possible example to do this.
And maybe last one word before I give the word to René is to say that I'm also personally very happy to be here today and very moved actually, because I think René told me early on that he's a child of the Élysée Vertrag. He will tell probably yourself. But I'm also a child of the French-German friendship, maybe even more tangibly, because I have a French father and a German mother. So this also helps probably the interpersonal relationship to be easier. So thank you very much, and I give the floor to my dear friend René. Thank you. Yes, thank you very much, and I share completely what you have said. So it's a real partnership and friendship between France and Germany in space. So fully share your view. Yes, it's an honor for me to represent the German Space Agency tonight, and thank you very much for the invitation. And if you had a space agency like the French Space Agency in Germany, what we are doing, I think we will manage our national space program, we implement our national space strategy, but also, and this is the relationship also with France, we represent Germany in international space bodies like ESA and in the EU, and there we have really a very, very good partnership and friendship with France. And the basis for this is called Élysée Vertrag, the Élysée Treaty. It was laid down in the early of '63, and this is what Christoph has mentioned before. I'm a child of this treaty because I was born in the end of '62. So now you know how old I am. And this is really what I can really emphasize again, that this treaty was the start of a new era between France and Germany, and I like this very much. And this is really the basis for our cooperation. And it was also, I was glad and that the last German-French declaration last weekend also stressed again the bilateral friendship between France and Germany, and also stressed and emphasized the domain of space. And this is really important because what was said also by Christoph, that the importance of space and that France and Germany really share the vision of and the relevance of space. And there are many, many examples, like the independent access of space, really to set priority on Ariane 6, but also to prepare the future and set focus on competition, but also what regard new space. We would like to strengthen competitiveness and develop new instruments for foster new space. What was said also is our bilateral cooperation with Merlin in Earth observation, where we really want to detect the climate damaging methane sources in the Earth, but also MMX. It's a journey to the moons of Mars called Phobos and Deimos. And also exploration, like Matthias and Sophia has said, in the field of exploration, international cooperation is really a key, really for our common goals in France and Germany. And I'm so glad that Sophie and Matthias are here today. And I have to say that international cooperation and the International Space Station is really very, very important and the key element of international cooperation. And also in time of crisis, I would say. Yes, ladies and gentlemen, I think France and Germany together are key players in Europe and also power nations in space for Europe. And therefore, I'm glad, and on behalf of the German Space Agency, I can say that we really look forward to building on this excellent and trustful bilateral relationship between France and Germany. And thank you very much, and also thank you to Ambassador Lucas for this invitation. And vielen Dank, and thank you very much. And in French, je vous souhaite une soirée magnifique et des discussions très intéressantes. Merci beaucoup.
Sur ces belles paroles, on va entamer la discussion. Alors, on a une petite vingtaine de minutes, donc vous allez être, pour certains, frustrés. Mais après, il y aura un cocktail, donc où vous pourrez vous adresser directement ou à Mathias ou à Sophie. Je vais prendre des questions. Si vous pouvez vous présenter rapidement et poser une question courte, s'il vous plaît. Pardon. Vous ? Oui, pardon. Je m'appelle Vincent Delupi, je suis étudiant en astronomie et en astrophysique ici à Paris. Est-ce qu'il faut un micro ? Non, j'entends bien en fait. Je voulais vous poser la question, Madame Adano, puisque vous avez évoqué la question générationnelle avec votre grand-père par le passé qui a nourri un peu, qui a lancé un petit peu cette passion. Je voulais savoir si vous aviez un lien particulier avec les astronautes du passé, comment ils ont rempli votre imaginaire et surtout qu'est-ce qui a changé, à vrai dire, depuis cette époque, parce que bon, il y a eu le contexte de la guerre froide, il y avait ces espèces de tensions entre les États, ensuite une construction de coopération, de paix, et aujourd'hui, comment vous voyez cette question générationnelle et comment vous la voyez dans le futur pour peut-être pour la prochaine génération, pour nous, finalement, plus tard. Voilà, je vous mets un point. Point d'interrogation, elle vous répond. Pardon, c'est parce qu'on a vraiment très peu de temps. Merci. Bonsoir Vincent, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, elle est très inspirante, la question. Parce que pour moi, le passage de relais entre les générations est très, très important. On arrive là tous et personne n'arrive de nulle part. On a notre histoire, l'histoire de notre pays, l'histoire scientifique qui nous précède. Et j'ai toujours été très curieuse justement de m'adresser aux astronautes, aux anciens astronautes à l'époque, on les appelait les spationautes français, et y compris, alors on a parlé tout à l'heure de la guerre en Ukraine, et quand j'ai su que voilà, mon dossier progressait, je me suis dit, mais avec ces questions, j'ai envie aussi de comprendre ce qu'ils ont vécu à l'époque. Et j'ai réussi à contacter Jean-Loup Chrétien, à qui j'ai demandé comment c'était de s'entraîner en pleine guerre froide en 1982, alors que c'était vraiment la tension maximale. Et il m'a dit, mais tu sais, entre scientifiques, ça se passe bien. En fait, c'est l'amitié qui dépasse, et puis le travail, tout ça dépasse les tensions politiques. Et pour moi, c'est vraiment important. Je pense que donc il y a cette transmission entre générations, et puis il y a aussi cet aspect d'avoir une vision commune et où l'espace rassemble en fait dans un but pacifique. C'est vraiment très important. Vous souhaitez répondre à la question ? Oui, en fait, comment j'étais choisi en 2008-2009, c'était la sélection. Là, en 2008, on m'a demandé qu'est-ce que était la mission la plus importante pour vous. Et en effet, en 2008, il y avait une mission franco-allemande dans l'espace. C'était notre laboratoire Columbus qui était amené dans l'espace. Et il y a 15 ans exactement, c'était cette coopération franco-allemande qui était fondamentale pour nous, pour voler dans l'espace et en profiter, quoi. Et maintenant, c'est à nous, de notre génération, de préparer le futur pour que les prochaines générations puissent voler sur un lanceur européen. Et mon rêve, vraiment, si je peux rajouter un quatrième rêve, c'est de voler avec Sophie dans une fusée, dans une capsule européenne. Mais seulement si elle pilote et moi je suis à côté. Il va falloir que j'apprenne. Je ne connais pas encore le cockpit. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la sélection, le processus de sélection pour vous a duré 1 an et demi. J'imagine pour vous aussi. Donc voilà, c'était juste. Donc vous avez, le jeune homme qui a posé la question, du temps devant vous. Une autre question, s'il vous plaît. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de question ? Allez-y. Bonjour, oui. Hervé Doll, astrophysicien à l'Université Paris-Saclay. Je suis venu avec des étudiants de l'université, justement. Vous avez évoqué vos rêves d'enfant. Mais quand on est étudiant, quels conseils vous leur donneriez pour passer de la filière pilote d'essai, par exemple, vers un autre rêve, où vous étiez, Mathias, plutôt en sciences fondamentales et ingénierie, si je comprends bien. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'en tant que jeune adulte, on se projette pour nos étudiants, vous avez bifurqué, et puis quels conseils vous donneriez pour soit devenir astronaute, ce qui n'est peut-être pas donné à tout le monde, soit poursuivre ses rêves de manière générale, mais disons en tant que jeune adulte à l'université.
Ce que j'aurais envie de dire spontanément, c'est d'abord d'aimer ce qu'on fait. Parce que quand on aime ce qu'on fait, là, on peut être performant. Et finalement, et surtout, les choses se font naturellement parce qu'on est passionné, c'est pas un fardeau à porter que d'aller au travail. Et bien entendu, pour devenir astronaute, il y a plein de chemins différents. Dans la promotion des 5 astronautes de carrière sur la nouvelle promotion, il y a un chercheur, un médecin, une astrophysicienne, un ingénieur et moi-même pilote. Donc il y a plein de chemins différents. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'aimer ce qu'on fait pour être performant dans son domaine. Et après, de maximiser les expériences, aller chercher des expériences diverses pour avoir pas un profil uniquement dans un domaine, je pense. Mais encore une fois, là, je pense qu'on a le directeur général qui nous a sélectionnés pour en dire plus dans ce domaine-là. Et puis vous prenez aussi la persévérance, non? Puisque vous aviez postulé en 2008 et que vous vous êtes dit, je repostulerai. Oui, effectivement, en 2008, j'avais 25 ans, bien trop jeune pour être sélectionnée. Mais ça m'a appris plein de choses sur moi et plein de choses aussi sur comment je voulais orienter les 10 prochaines années pour me préparer à la prochaine sélection. Et je crois que ce qui a vraiment fait, en tout cas pour moi, une différence dans la manière dont j'ai vécu ce process de sélection la deuxième fois, c'est que la première fois, j'étais vraiment presque dans la crispation, dans vraiment vouloir atteindre cet objectif et du coup, la performance ne pouvait pas s'exprimer. La deuxième fois, j'y suis allée mais vraiment détendue en me disant, de toute manière, j'ai fait tout ce que je pouvais. Alors, ça passe pas, mais ça dépend pas de moi. Donc moi, je donne tout ce que je peux et après, je n'aurai aucun regret. Et quand on a ce détachement vis-à-vis de l'objectif, mais plutôt ce plaisir du cheminement et non pas de la destination, mais vraiment apprendre à chaque étape sur soi, sur les autres, sur ses compétences, etc. Mais du coup, on enlève la pression de l'objectif et là, on peut vraiment déjà s'amuser et puis être performant. Vos conseils, Mathias? C'est identique, elle a super bien expliqué. Bon, alors on passe à la question suivante. Une question là-bas. Oui, bonsoir, Fabrice Naudet-Langlois, je suis journaliste au Figaro, je m'occupe actuellement d'économie, mais il y a 20 ans, j'avais le bonheur de suivre l'actualité spatiale et j'ai couvert les lancements de Claudie et Jean-Pierre Aigneret avec beaucoup de bonheur et de passion. Et je voulais savoir justement maintenant que je suis moins l'actualité du spatial, en 20 ans, quel progrès la science qu'on peut faire en microgravité a accompli. Est-ce que vous savez déjà un peu quel type d'expérience vous mènerez quand vous serez là-haut? Et c'est peut-être pas le plus facile, c'est pas les sujets peut-être les plus faciles sur lesquels communiquer au grand public, mais voilà quel progrès la science en microgravité, en apesanteur, a accompli en 20 ans et qu'est-ce que vous espérez encore accomplir comme progrès scientifique? Merci beaucoup. C'est une très grande question, merci beaucoup. Si on se remet 20 ans en arrière, on était à l'époque des petits téléphones portables et Nokia, tout juste le début là. Et aujourd'hui, on a tous des smartphones qui déploient des nouvelles capacités incroyables, où on a la navigation, on a tout ça. Donc des progrès technologiques incroyables. Donc dans le spatial, j'allais dire, c'est le même gap de génération entre le tout début des téléphones et aujourd'hui les smartphones avec lesquels bientôt on fera le café, quoi. Après, sur la science, en l'occurrence, là, peut-être Mathias pourra plus en parler, parce que ce que je ferai, moi, dans mes premières missions, c'est vraiment dans la continuité de ce que Mathias fait, où effectivement, la Station spatiale internationale est un véritable laboratoire volant, où on y fait autant de la recherche en médecine, en sciences fondamentales, en sciences des matériaux, mais là, encore une fois, je pense que c'est Mathias le mieux placé. Oui, pour... Il faudrait que vous nous disiez quelques-unes des expérimentations que vous avez faites en vol. Oui, donc je reviens un peu, elle ne peut pas choisir les expériences parce que toutes les expériences qu'on fait dans l'espace sont sélectionnées par des experts de la Agence spatiale européenne, ou si c'est dans son cas-là, peut-être des experts du CNES. Dans mon cas, c'était aussi quelques expériences allemandes sélectionnées par le DLR. Donc, il y a toujours des expériences dans tous les domaines que Sophie a mentionnés, mais aussi des expériences qui sont plus simples à expliquer. Par exemple, souvent la question, qu'est-ce que vous faites pour étudier le changement climatique? Et donc moi, j'ai mélangé du béton dans l'espace.
Et maintenant, vous me posez, c'est quoi ça? Vous appelez Maura? Oui, c'est Maura. Ceux qui parlent allemand, mon nom, c'est maçonnier, non? Maçon, oui, ok. Et donc, il faut mélanger du béton, c'est clair. Non, mais le béton, c'est un matériel qui est vraiment autour de nous, partout. Et dans la production du béton, plus de 7,2% de CO2 mondialement est produit, donc beaucoup plus que dans toute l'industrie des avions et aéronautiques aussi. Et donc, si on fait des expériences dans l'espace, comment améliorer ce matériau-là, on a peut-être réussi à contribuer quelque chose d'important pour freiner ou arrêter le changement climatique. Et le béton, on ne peut pas encore simuler dans l'ordinateur parce que c'est trop complexe, il y a trop d'ingrédients et il y a aussi des effets de la gravitation. Donc, si vous regardez le béton, quand c'est mélangé, il y a toujours une couche d'eau qui flotte dessus. C'est parce qu'il y a de la sédimentation. Dans l'espace, il n'y a pas de sédimentation parce que à cause de la manque de gravité. Donc là, j'ai mélangé 50 différents types de béton sont rentrés sur la Terre et maintenant dans les laboratoires sont analysés. Et avec ça, on va comprendre comment le système béton fonctionne idéalement. On ne va pas produire exactement comme ça dans l'espace, mais on va gagner des données qu'on peut mettre dans l'ordinateur. Et c'est pour la première fois, on espère, d'être capable de simuler le béton. Et à partir de cela, on peut essayer de rendre plus efficace, soit plus fort ou avec moins de CO2 et tout ça. Le même principe on fait avec des métaux. On fait des différents métaux là dans l'espace, soit pour faire des alliages qui sont plus légers mais plus résistants, pour faire des avions plus performants, pour construire des moteurs de voitures plus performantes, des batteries qui peuvent stocker plus d'énergie par poids. Et donc, tout ça sont des avancements technologiques. Et oui, en total, j'ai fait 36 expériences européennes, mais entre nous quatre, de ma expédition, là, mes collègues, on a fait 250 expériences. Quel français extraordinaire. J'aimerais bien la toute jeune génération là-bas, voilà, le jeune homme. Bonjour, je me demandais... Comment t'appelles-tu? Paul Josselin, je suis au lycée à Paris-Saclay. Et je me demandais, à l'époque, c'était des pays qui faisaient des fusées. Maintenant, on voit des sociétés comme SpaceX qui créent leurs propres fusées. Pensez-vous qu'on va vers des sociétés qui vont plus en plus s'intéresser à l'espace, ou au contraire, c'est les pays qui vont garder le monopole de l'espace? Bon, moi, je crois que ça va être un peu entre les deux. Tu vois, les sociétés, normalement, ils savent travailler plus économiquement que l'État. Donc, pour cela, la NASA a décidé de l'orbite basse. Ça, on peut déjà faire directement à travers de l'industrie. Pour cela, maintenant, la NASA a dit, non, nous, on va nous concentrer sur les voyages vers la Lune. Tu vois, là, il n'y a pas encore une compétition, donc il n'y a pas encore l'industrie. Et pour cela, tous où on ne peut pas encore gagner d'argent, ça, les agences veulent faire dans le futur. Ça veut aussi dire que maintenant, on verra dans les prochaines 10 années qu'il y a de plus en plus de compétition dans l'orbite basse. Et nous, l'Europe, c'est une belle question que tu as demandé. L'Europe entière n'est pas capable de ce qu'une entreprise américaine est capable de faire. Et nous, en Europe, il y a 15 ans, nous, on était super dominants dans le marché des lanceurs commerciaux. Parce qu'à l'autre côté, il y avait le Space Shuttle qui était beaucoup trop cher. Mais maintenant, SpaceX, ils veulent lancer cette année 100 lanceurs. 100, et nous, en Europe, moins de 5. Ça a changé complètement. Hein? Il faut vraiment qu'on accélère. Et c'est vraiment en Europe, il faut qu'on arrête de rêver et qu'on commence à faire des trucs. Vraiment, c'est ça. J'aurais bien conclu le débat par cette phrase, mais on a une dernière courte question. Quelqu'un? Mademoiselle?
Je m'appelle Mélodie Tran-Tuan-Esser et je fais des études qui n'ont rien à voir avec l'astrophysique ou les sciences. Je suis étudiante en médecine, en même temps je fais une licence d'allemand, étant passionnée par la culture et la langue allemande. Et je vous pose une question de la part de ma sœur qui est passionnée par le domaine de l'espace. Elle m'a dit que vous comprendrez parce que moi je n'ai pas vraiment compris. Alors, elle m'a demandé si vous pensez que la réalisation de la sphère de Dyson est possible. C'est une construction humaine hypothétique permettant de fournir suffisamment d'énergie sans le Soleil. Pensez-vous que c'est possible ou si c'est seulement de la science-fiction qu'on trouve dans les films ou les séries? Ah bon. Je crois que je suis un peu comme toi, tu es assez trop intelligente pour moi. Hein, donc, cette question-là, je ne l'ai pas tout à fait compris. Mais souvent des idées qu'on trouve dans la science-fiction sont quelque chose de réel, tu vois. Et, par exemple, les gens qui ont rêvé qu'on va voler dans l'espace sur des lanceurs, à l'époque, il y a 150 ans, on pensait que c'en des fous. Puis les mêmes gens qui ont développé les concepts, comment une fusée, comment un moteur lanceur fonctionne, eux aussi ont développé le concept qu'il y aura peut-être un space elevator, tu vois, un ascenseur qui va directement vers l'espace. La théorie fonctionne, en pratique, on n'a pas encore vu. Donc moi je crois, c'est vraiment dans la science-fiction, c'est important qu'on discute les concepts, qu'on essaye de les calculer, et peut-être dans le futur, il y aura un moment où le concept-là va être réalisé. Et j'espère aussi que le concept-là, que je ne connais pas, peut-être a une chance d'être vraiment analysé. Bon, on finit sur la science-fiction et on va passer... Oui, donc on s'arrête là et on va vers quelque chose de très tangible. Au premier étage, le cocktail. Merci beaucoup.